Dans cette vidéo, on s'intéresse à un exercice portant sur le vol en apesanteur à bord de l'Airbus A310 0G. Cet avion permet de recréer les conditions d'une chute libre en suivant une trajectoire parabolique très précise, ce qui offre quelques secondes d'apesanteur aux passagers. Pour la question 1.1, il faut rappeler la condition vérifiée par l'énergie mécanique d'un système lorsqu'il est en chute libre. Lorsque les forces de frottement sont négligeables, un système en chute libre n'est soumis qu'à son poids. Son énergie mécanique est alors constante tout au long du mouvement. On dit que l'énergie mécanique se conserve. À la question 1.2, on se pose la question de savoir si les caractéristiques de la trajectoire parabolique sont en accord avec une chute libre pour l'avion. Il faudra argumenter la réponse avec un calcul d'énergie. L'énergie mécanique d'un système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique est égale à 1/2 fois m fois v au carré, et l'énergie potentielle de pesanteur est égale à m fois g fois z. Pour vérifier que l'énergie mécanique est constante, il faut calculer sa valeur au moins pour deux positions de l'avion qui est en chute libre. La première position intéressante est celle où l'avion commence sa parabole en chute libre. L'avion est alors situé à une altitude Z1 égale à 7600 mètres, cette altitude est notée dans l'exercice Z0. En ce point, la vitesse notée V1 est égale à 527 km/h. Comme 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km/h, à l'aide d'un produit en croix, on peut montrer que la vitesse V1 est égale à 527 divisé par 3,6 mètres par seconde. Nous laisserons dans les calculs cette écriture fractionnaire pour limiter les erreurs d'arrondi. Si l'on réalise l'application numérique pour déterminer l'énergie mécanique à la position 1, nous obtenons le calcul suivant. Finalement, pour la position 1, la valeur de l'énergie mécanique est égale à 1,3 fois 10 puissance 10 joules. La deuxième position intéressante est celle où l'avion passe au sommet S de la parabole. L'avion est alors à une altitude Z2 qui vaut 8200 mètres et sa vitesse V2 vaut 355 km/h. En appliquant la formule de l'énergie mécanique pour la position 2 et en réalisant l'application numérique, nous obtenons une valeur de l'énergie mécanique égale à 1,3 fois 10 puissance 10 joules. Nous pouvons constater que pour la position 1 et pour la position 2, la valeur de l'énergie mécanique est la même. L'énergie mécanique est donc conservée entre le début de la parabole et le sommet de la parabole. La trajectoire parabolique de l'avion est compatible avec une chute libre. À la question 2.1, il faut montrer l'expression de la vitesse Vx de t et Vz de t. Dès qu'on doit utiliser une loi de Newton, il est nécessaire de définir le système et le référentiel d'étude. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures appliquées au système dans ce référentiel supposé galiléen est égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Comme ici il n'y a qu'une seule force, le poids, alors P est égal à ma. Au voisinage de la Terre, le champ de pesanteur peut être considéré comme constant. Dès qu'on place une masse dans ce champ de pesanteur, le vecteur poids est égal à la masse du système fois le vecteur petit g. On en déduit donc que vectoriellement, ma est égal à mg. En simplifiant, en supprimant la masse dans ces deux expressions, on obtient l'expression vectorielle petit a est égal à petit g. En chute libre, le vecteur accélération est égal au vecteur accélération de la pesanteur. Le vecteur accélération de l'avion en chute libre est donc le suivant. Ax de t est égal à 0 parce que le vecteur g n'a pas de composante horizontale suivant l'axe OX. Par contre, il possède une projection verticale opposée à l'axe, c'est pour cela que l'on a az de t qui vaut moins g. G est vers le bas et OZ est vers le haut. Finalement, si l'on applique des valeurs numériques, AX est égal à 0 mètres par seconde au carré et AZ est égal à moins 9,81 mètres par seconde au carré. Si l'on réécrit le vecteur accélération avec la notation faisant intervenir les dérivées, alors nous pouvons avoir que d de Vx sur dt est égal à 0 et d de Vz sur dt est égal à moins g. On obtient alors le vecteur vitesse par intégration et l'on trouve Vx de t est égal à une constante C1 et Vz de t est égal à moins gt plus C2. L'astuce pour vérifier qu'une primitive est correcte, c'est de dériver le résultat obtenu. Si on retombe sur la fonction de départ, c'est que le calcul est bon. Ici, Vx est égal à la constante C1, si l'on dérive cette constante, on retrouve bien à gauche 0 pour d de Vx sur dt. De même, ici Vz est égal à moins gt plus C2, si on dérive moins gt, on retrouve moins g, ce qui est bien à gauche dans d de Vz sur dt, et la dérivée de C2 par rapport au temps est égale à 0. On doit ensuite utiliser les conditions initiales pour trouver les valeurs des constantes d'intégration C1 et C2. D'après l'équation Vx de t égale C1, à t égale 0, on a donc Vx pour t égale 0 qui est égal à C1. Si l'on s'intéresse aux conditions initiales sur le schéma et que l'on isole V0 et l'angle alpha, on constate que V0 intervient dans un triangle rectangle. Ce triangle rectangle très simple à retrouver nous permet d'obtenir les relations trigonométriques suivantes. Le cosinus de l'angle alpha est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire V0x sur V0. On en déduit que V0x est égal au produit de V0 par le cosinus de alpha. De même, le sinus de l'angle alpha est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire V0z sur V0. On en déduit que V0z est égal à V0 fois sinus alpha.
Cette deuxième condition initiale sur la vitesse Vx nous permet d'écrire que C1 est égal à V0x est égal à V0 cosinus alpha. Donc C1 est égal à V0 cosinus alpha. On procède de même en regardant l'équation pour Vz de t. À t égale 0, on obtient l'équation suivante. Finalement, Vz de t égale 0 est égal à C2. Or, comme V0z est égal à V0 sinus alpha, les deux expressions sont égales. On en déduit la valeur de C2 qui est égale à V0 sinus alpha. En remplaçant les constantes d'intégration dans les coordonnées du vecteur vitesse, on peut obtenir l'expression du vecteur vitesse. Vx de t est égal à V0 cosinus alpha, et Vz de t est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Si l'on réalise une application numérique, finalement on obtient les coordonnées du vecteur vitesse. Vx de t est égal à 1,0 fois 10 puissance 2 mètres par seconde, et Vz de t est égal à moins 9,81 t plus 1,1 fois 10 puissance 2. Nous retrouvons bien ici les expressions numériques des coordonnées du vecteur vitesse demandées à la question 2.1. À la question 2.2, il est demandé d'expliquer pourquoi la vitesse verticale Vz est égale à 0 au sommet de la parabole, c'est-à-dire au point S. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut se souvenir que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire au point considéré. Si l'on se place au sommet S de la trajectoire, le vecteur vitesse doit y être tangent. Le vecteur vitesse au point S est donc horizontal au sommet de la parabole. Et si le vecteur vitesse est horizontal au sommet de la parabole, alors sa composante verticale est donc nulle en ce point. Au sommet de la parabole notée S, on peut dire que Vz est égal à 0. À la question 2.3, il faut montrer que la durée de la phase ascendante de la chute libre de l'avion est d'environ 11 secondes. Appelons Ts la date à laquelle l'avion passe par le sommet S de la trajectoire. D'après ce que nous avons vu précédemment, à cette date Ts et en ce point, la composante verticale de la vitesse est nulle. On peut donc écrire que Vz à la date Ts est égal à 0. Mais nous avons montré que Vz de t est égal à 9,81 t plus 1,1 fois 10 puissance 2. On peut donc dire qu'à la date Ts au sommet de la parabole, Vz de Ts est égal à moins 9,81 fois Ts plus 1,1 fois 10 puissance 2 et que cette équation est égale à 0. En basculant de l'autre côté la valeur 1,1 fois 10 puissance 2, on obtient l'expression suivante. Finalement, on obtient la date à laquelle l'avion passe par le sommet de la parabole. Ts est égal à 1,1 fois 10 puissance 2 divisé par 9,81, c'est-à-dire Ts est égal à 11 secondes. On trouve bien la valeur attendue à la question 2.3. La question 2.4 demande de démontrer les expressions des équations horaires x de t et z de t de l'avion qui est en chute libre. Pour cela, réécrivons le vecteur vitesse avec la notation faisant intervenir des dérivées. dx sur dt est égal à v0 cosinus alpha, et dz sur dt est égal à moins gt plus v0 sinus alpha. En intégrant, on obtient les coordonnées du vecteur position. X de t est égal à v0 cosinus alpha t plus c3, et z de t est égal à moins 1/2 de gt carré plus v0 sinus alpha t plus c4. On vérifie bien en repassant de la droite vers la gauche en dérivant que l'on ne s'est pas trompé. Si l'on utilise l'équation de x de t et que l'on se place à t égale 0, on trouve que x de t égale 0 est égal à v0 cosinus alpha fois 0 plus c3, c'est-à-dire x de t égale 0 est égal à c3. Or, si l'on regarde plus attentivement le schéma de l'exercice, on constate que l'avion commence la parabole à une position x0 qui est égale à 0 m. On peut donc en déduire que la constante d'intégration c3 est égale à 0. De même, l'équation z de t nous permet de calculer sa valeur à t égale 0. On en déduit que z de t égale 0 est égal à c4. Et d'après le schéma, on constate que à t égale 0, z est égal à z0. On peut en déduire que la constante d'intégration c4 est égale à z0. On obtient finalement x de t est égal à v0 cosinus alpha t, et z de t est égal à moins 1/2 de gt au carré plus v0 fois sinus alpha t plus z0. Les coordonnées x de t et z de t du vecteur position OM sont les équations horaires de la position car elles expriment la position en fonction du temps. À la question 2.5, il faut déterminer la durée d'apesanteur en utilisant l'équation horaire z de t. La durée d'apesanteur correspond ici au temps nécessaire pour que l'avion parti du point O revienne à la même altitude, c'est-à-dire z0. Pour déterminer la durée d'apesanteur, on doit résoudre l'équation z de t égale z0. On doit donc écrire que z de t est égal à moins 1/2 fois gt carré plus v0 sinus alpha t plus z0, qui est égal à z0. En simplifiant par z0 de chaque côté du signe égal, on obtient moins 1/2 de gt carré plus v0 sinus alpha t est égal à 0. Puis en factorisant par t à gauche du signe égal, on obtient t facteur de moins 1/2 de gt plus v0 sinus alpha. Soit la valeur dans la parenthèse est égale à 0, soit la valeur de t est égale à 0. Or ici, on ne peut pas retenir la solution t égale 0 puisqu'elle correspond simplement à la position initiale de l'avion. On obtient alors la durée d'apesanteur, moins 1/2 de g fois t1 plus v0 sinus alpha est égal à 0, et si l'on déroule tout le calcul, on obtient pour expression 2 fois v0 fois sinus alpha, le tout divisé par petit g.
Si l'on réalise l'application numérique en faisant attention à bien avoir une vitesse en mètres par seconde et un réglage de la calculatrice en degrés, on obtient finalement une durée d'apesanteur de 22 secondes. Ce résultat est donc cohérent puisqu'on retrouve la même valeur que celle qui était indiquée dans le document 2. La question 2.6 demande d'identifier les paramètres qu'il faudrait modifier pour pouvoir augmenter la durée d'apesanteur. Comme nous l'avons montré à la question précédente, l'expression de la durée d'apesanteur s'écrit T1 est égal à 2 fois V0 fois sinus alpha divisé par petit g. Pour augmenter cette durée, on peut soit augmenter la valeur de la vitesse initiale à l'entrée de la parabole, c'est-à-dire la vitesse V0, soit augmenter l'angle d'entrée dans la parabole, c'est-à-dire augmenter l'angle alpha. Il reste cependant une dernière possibilité, changer de planète afin de diminuer la valeur de g.